Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'atelier d'aujourd'hui. Penser l'environnement d'apprentissage en formation à distance, usage et fonctions didactiques d'outils numériques, donné par Mme Marie-Alexandre et Mme Brigitte Morin de l'Université du Québec à Rimouski. Bien entendu, un gros merci à Marie et Brigitte pour leur implication pour la formation d'aujourd'hui. On vous souligne que l'atelier se termine à 13h30 heure de l'Est, mais si jamais le momentum le permet et si les gens sont disponibles, les Marie et Brigitte également, on peut continuer. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, abusez du référent, donc ce sera un plaisir de faire circuler l'information. On remercie aussi le pont audio de l'Université d'Ottawa, le Adobe Connect avec l'utilisation via la formation continue de l'Université de Moncton et nos bailleurs de fonds pour nos ateliers tables d'échange 2018-2019, Patrimoine Canada et le Secrétariat aux relations canadiennes du Québec. On vous invite aussi, suite à la formation, à nous expédier les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Tout le monde, le petit détail technique que vous commencez à connaître sur le bout des doigts, mais on ne sait jamais. Sauf Marie et Brigitte, tout le monde, étoile 6 sur votre clavier téléphonique, même si vous croyez l'avoir fait, pour mettre la sourdine du système audio. En cours de route, si vous voulez prendre la parole, carré 6, ou on vous invite, étant donné qu'il y a pas mal de monde, à utiliser Adobe Connect en levant la main ou en utilisant le clavardage. Alors, je souhaite à tous une excellente formation et je laisse la parole à Marie et Brigitte. Alors, merci beaucoup, Alain. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier qui s'appelle « Penser l'environnement d'apprentissage en formation à distance ». On mettra un focus plus particulier tout au long de la formation aux usages et aux fonctions didactiques d'outils numériques. D'abord, une brève présentation, puis professeur en psychopédagogie de l'enseignement professionnel à l'Université du Québec à Rimouski. Je forme actuellement à distance des enseignants qui sont déjà en emploi et qui doivent faire un bac de 120 crédits. Je laisse la parole à ma collègue Brigitte, qui est aussi une de mes grandes collaboratrices, et je vous reviens. Alors, moi, Brigitte Morin, je suis agente de recherche et aussi chargée de cours en formation à distance au baccalauréat en enseignement professionnel à l'Université du Québec à Rimouski depuis 2011. Alors, je commence à avoir de l'expérience et de la pratique au niveau de la formation à distance. Seulement pour vous mettre une brève mise en contexte, le baccalauréat en formation à distance de l'Université du Québec à Rimouski est le seul à ce jour agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec pour la formation des maîtres. Actuellement, nous sommes sur l'ensemble du territoire québécois. D'ailleurs, je salue des gens avec à qui je travaille dans le cadre du bac en enseignement professionnel. Et nous sommes à peu près partout sur l'ensemble du territoire et nous avons 1400 étudiants. Ce qui fait que ce que nous vous présentons aujourd'hui, je ne voudrais pas faire de politique, mais c'est une perspective. Ce n'est pas ma vérité, mais c'est une certaine vérité qui nous permet d'apporter tout l'aspect de la mission enseignante dans la formation à distance et surtout de redonner la place à l'enseignant dans toute cette panoplie d'avènements d'outils numériques et de changements de la pratique. Alors, juste pour vous situer un petit peu plus, mes intérêts de recherche portent notamment sur le savoir de la pratique enseignante en formation à distance avec le processus didactique, la formation des formateurs, les environnements numériques d'apprentissage, incluant bien sûr les fonctions et les usages des outils didactiques. Ce qui fait que sur le plan théorique, je me suis intéressée plus particulièrement à la dimension cognitive de l'action, à la sémiose et aux entretiens d'explicitation. En fait, voici mon propos va porter particulièrement sur qu'est-ce que ce serait un modèle d'enseignement de notre temps. Alors, le but de notre... oui, on y va. Durant cette formation, le but du webinaire, c'est d'abord renforcer la pratique réflexive d'enseignants lors de la conception d'environnements numériques d'apprentissage en formation à distance. La pratique,
c'est pas pour rien que les mots, que j'ai choisi ces mots-là. Je me permets une petite balise de chacun des mots importants, autant dans le but que dans les objectifs. Ainsi, la pratique réflexive ici, c'est considéré comme l'activité intellectuelle au travail. On dit que cette pratique réflexive-là, c'est celle qui donne sens à l'action. Et dans cette perspective, notre atelier vise à susciter la réflexion individuelle sur la pratique enseignante en FAD, et particulièrement tout ce qui a trait à la conception d'environnement numérique d'apprentissage qui fait partie des situations de la pratique. Je vais un petit peu plus loin vous définir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on conçoit un environnement numérique d'apprentissage. Les objectifs veulent faire un lien entre le contenu enseigné et la performance souhaitée. Je vais vous rappeler vos cours universitaires, la fameuse différence entre pédagogie et didactique. Je me situe de plein pied et je l'assume parfaitement. L'importance du contenu dans l'enseignement. Vous verrez, je vous dirai un petit peu plus tard pourquoi. En fait, ça ne enlève rien à la pédagogie, sauf que la prise en compte du contenu autant dans la formation à distance qu'en présentiel dans l'enseignement, infère certains outils et certains mécanismes dans la pensée enseignante. Donc, les objectifs sont de reconnaître les stratégies d'enseignement efficaces fondées sur des données probantes en FAD. On sait, c'est pas vraiment amusé, mais je vais prendre la peine de qu'est-ce qu'une stratégie d'enseignement? La stratégie d'enseignement, je vais la baliser, c'est ce que l'enseignement met en place pour faire apprendre. En fait, je mets un petit peu en veilleuse les stratégies d'apprentissage pour faire une différence entre l'enseignant, que met-il en place, mais ultimement, c'est vraiment dans le but de faire apprendre. Stratégie d'enseignement efficace. On entend ça de plus en plus, c'est fondé sur des données probantes en FAD. Je fais une petite parenthèse. Vous allez retrouver dans la table, dans la bibliographie et les références, l'ensemble des textes qui nous ont permis de faire la synthèse que nous vous présentons aujourd'hui et qui nous ont servi aussi à l'analyse. Fait que ne vous gênez pas pour aller voir dans les références, particulièrement le texte de Bissonnette et de ses collaborateurs, le texte de la référence sur ATI, qui sont des gens qui ont travaillé sur les données probantes en FAD. Qu'est-ce qu'une donnée probante? C'est pas n'importe quoi. Ça fait généralement référence à des pratiques de prévention ou d'intervention, on parle en éducation bien sûr, qui sont validées par une certaine forme de preuve scientifique par opposition à des approches qui sont basées sur la tradition, les croyances, et donc qui, par définition, ne sont pas scientifiques. Les données probantes, elles nous viennent de la médecine au départ, et de plus en plus, des chercheurs se sont intéressés à des données probantes pour l'éducation. Pour que ce soit des données probantes, je me permets de vous le dire parce que je trouve que c'est un apport intéressant qui doit être utilisé avec discernement, bien sûr, mais qui est un apport intéressant, et voici pourquoi. Parce que pour avoir l'appellation données probantes, il faut que ce soit un certain type de recherche, soit expérimentale ou quasi-expérimentale. Ça veut dire une mise à l'épreuve, des groupes témoins, un large déploiement, et aussi, ça doit avoir fait l'objet de méta-analyses. Et on en a déjà, grâce aux travaux de Bissonnette et aux travaux de Hattie et de Chambre, on a déjà certains éléments là-dedans qui peuvent être des outils fort intéressants. Vous allez voir, Brigitte va vous présenter tout à l'heure une analyse, un rapprochement qu'on a fait entre, justement, des stratégies d'enseignement qu'on peut appeler efficaces. Oui, on peut dire qu'elles sont efficaces parce qu'elles sont le résultat de données probantes. Ensuite, en deuxième partie, nous allons identifier le degré d'aisance des élèves. J'ai mis en parenthèse étudiants parce que, je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin, nous englobons les différents niveaux d'enseignement, les différents ordres d'enseignement. On sait que primaire, secondaire, ce sont des élèves, alors que lorsqu'on entre dans l'enseignement supérieur, à partir du Collège pour le Québec et universitaire, on parle des étudiants. Donc, on a fait un certain rapprochement, une certaine concordance, là, et on est allé un petit peu plus loin que ça. On s'est même dit, se peut-il, c'est pour ça que je vous dis que c'est une perspective et que c'est
vérité entre guillemets, se peut-il que certains outils et que les outils numériques aient des profils TIC? Et là, on est allé chercher des outils qui ont été développés par le groupe Reptic et par Wiki, et je vais vous donner les références tout à l'heure. Alors, voici pour les objectifs de notre webinaire. Des questions derrière tout ça, derrière nos travaux. Quelle réalité se dissimule dans la pratique enseignante en FAD? Quel est le processus de travail exercé par le corps enseignant, et là, c'est ce que je vous disais, que ce soit au primaire, au secondaire, au collégial et à l'université, dans le cadre de leur pratique en FAD? Alors, nous continuons. Ce qui m'amène à vous donner le plan du webinaire. C'est pas anodin qu'on a mis 3 petits bonhommes avec des morceaux de casse-tête. Les parties peuvent être travaillées séparément. Il y en avait 4, mais notre PowerPoint était trop lourd, donc on avait beaucoup trop de mots. Alors, Alain nous a demandé d'épurer un peu et ça a juste fait du bien. Donc, on a d'abord l'examen des stratégies d'enseignement efficaces en FAD. C'est une analyse que nous avons faite et nous avons comme classé en fonction d'un palmarès de 10 stratégies d'enseignement efficaces, dites efficaces, certains outils et ce à quoi ils peuvent servir. Deuxièmement, la concordance entre le contenu à faire apprendre et les niveaux d'habileté TIC. C'est des travaux que je poursuis avec le nouveau centre collégial de transfert des technologies, le Living Lab du Cégep de Rivière-du-Loup, où on a commencé à travailler ça en termes d'enseignement de l'anglais, langue seconde au niveau collégial. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que le contenu peut-il être plus ou moins facilité dans son enseignement et dans son apprentissage, si on lui accolait un profil TIC. Et on est là. Et troisièmement, c'est des résultats préliminaires de recherche que je suis en train de mener auprès d'enseignants, de professeurs au niveau universitaire, sur les fonctions qu'ils attribuent aux outils numériques. En fait, sur la sélection des outils numériques qu'ils ont fait et aussi sur les fonctions qu'ils leur attribuent. Et là, j'espère qu'on va avoir le temps de se rendre jusque-là. Je suis toujours étonné du dilemme, de l'échafaudage, de la configuration et de l'imagination souvent que les professeurs donnent aux outils numériques, au-delà de ce pourquoi ils ont été conçus au départ. Alors, allons-y pour la partie 1. D'abord, je tiens à reprendre ce que le Conseil supérieur de l'éducation en 2015 nous a donné sur son avis, nous a donné un avis où il balise un peu qu'est-ce que c'est la conception d'environnement d'apprentissage en formation à distance. Je dis tout de suite que ce n'est pas l'ensemble de la pratique enseignante. La formation d'aujourd'hui passe sur cet aspect de la tâche. Le Conseil supérieur de l'éducation appelle ça un aspect de la tâche. Certains chercheurs, je pense à Marguerite Altet, qui parlait, elle, il y a quelques années, dans les années début 2000, qui parlait des situations de la pratique enseignante ou des situations de la tâche enseignante. La pratique enseignante ne se résume pas seulement à un aspect. L'ensemble de la pratique enseignante, dont la conception d'environnement d'apprentissage en formation à distance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire spécifier les apprentissages visés ou les contenus, recenser les ressources utilisables, définir la structure des activités pour l'apprentissage et déterminer des instruments d'évaluation. Alors, voici pour la mise en place, les balises aussi qu'on a voulu mettre. Ce n'est pas une réponse à tout. Avant de donner la parole à Brigitte pour cette première partie-là, qui est un rapprochement entre des stratégies d'enseignement efficaces et des outils de la FAD, on a utilisé un certain palmarès qui a été fait par Chande. Vous allez voir la référence à la fin. Et on a voulu se dire, qu'est-ce que ça veut dire, cette pratique? Et quels sont les outils qui pourraient probablement être intéressants et qui peuvent répondre à cette stratégie d'enseignement-là. Vous voyez, sous le titre, c'est écrit Bissonnette, Gauthier et Pellado. Je vous invite, pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus, comment on fait pour
atteindre des données probantes et quelles sont les conditions pour devenir des données probantes. C'est fort intéressant et je pense que ça vaut la peine. Maintenant, le mouvement, petite mise en garde. Je vous le lis parce que ce n'est pas une recette. Je suis tellement respectueuse des décisions que les enseignants prennent, du système décisionnel qu'ils font, de leur processus de raisonnement didactique, que je ne voudrais pas que le fait de mettre en place et de donner de la lumière sur des données probantes, que ça devienne une espèce de recette, il faut le faire absolument. Non, pas du tout. Donc, ce mouvement des données probantes, il doit être au service et il doit surtout passer l'épreuve du jugement du praticien. Ce qui plus est, le praticien en formation à distance. En formation à distance, un enseignant reste un enseignant. Un enseignant, c'est quelqu'un qui transforme un contenu pour le faire apprendre par d'autres. Bon, je suis aussi en accord avec un professeur de l'Université de Sherbrooke, Saucé, qui dit qu'il faut les utiliser, les données probantes, selon un cadre interprétatif. Et c'est ce que nous avons fait, nous, pour les outils numériques. En fait, on a rapproché les outils numériques aux stratégies d'enseignement efficaces, qui sont issues des données probantes. Ça constitue des éléments clés à prendre en compte dans une délibération professionnelle qui doit être au cœur de la pratique enseignante, qu'elle soit en phase ou en présentiel, parce qu'elle permet de répondre à une situation éducative. Et j'ajouterais que dans une situation éducative, en formation à distance. Alors, je cède la parole à Brigitte. Alors moi, aujourd'hui, c'est ça, je vais vous présenter dans la première partie les 10 stratégies d'enseignement efficaces en formation à distance selon les données probantes. Et ce que j'ai trouvé intéressant en faisant ce travail-là, c'est que je me suis rendu compte quand même que ce que j'utilisais dans mes classes virtuelles faisait partie des stratégies d'enseignement efficaces. Alors, c'est ça. On a choisi 10 stratégies. Et puis, bon, la première et la deuxième ont été regroupées. Parce que, bon, on parle de la première, fixer des objectifs clairs et la deuxième, expliciter, montrer. Donc, ce que l'enseignant doit se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il veut que ses élèves apprennent. Donc, les leçons, les modules, dossiers, rencontres, etc. Qu'est-ce que vous voulez que les élèves apprennent, dans le fond? C'est vraiment des questions qui doivent être faites là, au tout début du processus. Et qu'est-ce que les élèves seront capables de faire? Donc, il y a toutes sortes d'outils. Bon, ça peut être fait par des messages de la semaine sur la plateforme d'apprentissage, des messages de la semaine écrits ou encore en capsule vidéo, l'élaboration de tutoriels, capsule vidéo avec capture d'image, ou encore des exemples aussi vidéo Spark, Word Office Support, Office 365, le laboratoire des métiers paramètres qui a été justement conçu par Madame Alexandre ici et que, bon, vous aurez le lien et qui vaut vraiment la peine d'aller faire une visite. C'est vraiment là, ce qui permet de penser les métiers. Alors, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est qu'on n'est pas là pour parler, dans le fond, de l'aspect technique des logiciels ou des applications, mais bien de vous donner des possibilités là, que vous pouvez utiliser. Oui, ça va? La troisième stratégie d'enseignement efficace en formation à distance, on parle d'utiliser le questionnement pour vérifier la compréhension. Très intéressant. Encore une fois, il y a des outils vraiment formidables. On parle de FOEVA qui a été justement là, on a, je crois, ici présente aujourd'hui, je ne sais pas si elle est là, mais une des conceptrices et lauréate du trophée numérique pour oui, Séverine Parent, c'est ça. Bonjour Séverine. Alors ça pourrait faire l'objet d'un midi REFAD, justement, juste avec cet outil-là qui, ma foi, est vraiment génial. Alors, on a aussi les télévoteurs, Evernote Request, SurveyMonkey, donc ça, c'est des outils de sondage, Google Forms, etc. Donc, utiliser le questionnement pour vérifier la compréhension. Madame Perrault dit oui pour un midi REFAD avec l'outil FOVA. Ensuite, la quatrième stratégie d'enseignement efficace, résumer sous forme de graphique.
Ça, c'est fait par l'enseignant, justement, pour montrer aux étudiants comment faire des liens. On a aussi, là, justement, des petits liens là, tirés de liens que vous pourrez aller visiter, que vous aurez là, à la toute fin en bibliographie. Ça peut être des schémas, des cartes mentales, des organigrammes, des diagrammes de Venn, Map Tool, Minds Up, MindMaster, Post-it, Plus, etc. Puis on va vous dire aussi que ces derniers que je viens de nommer, c'est Map Tool, Minds Up, MindMaster, c'est vraiment, on va revenir là, à la toute fin dans la dernière stratégie pour vous en reparler. Alors, ça va jusque-là. Donc, c'était la 3e et la 4e stratégie. Allons-y pour la 5e, qui est utiliser le puissant pouvoir de la pratique, on le sait. Alors, l'immersion en situation. Un exemple, justement, très intéressant, l'école branchée, encore une fois, qui vaut une visite, qui vaut le détour. On vous dit, si vous avez la chance, allez voir ça. Des exerciceurs sur la plateforme d'apprentissage, matériel didactique virtuel, interactif, dans le fond, pour que les élèves puissent pratiquer les concepts qu'on leur montre. On dit, c'est ça, que les outils numériques sont de puissants outils et ils permettent de mettre en place des stratégies d'enseignement vraiment efficaces. Alors, des quiz, des questionnaires dans mes classes virtuelles, j'utilise beaucoup ça pour voir justement qu'est-ce que l'étudiant a compris, qu'est-ce qu'il a retenu, donc, je pense que, puis ça, c'est vraiment parlant, les étudiants adorent justement les petits quiz, questionnaires, surprises ou pas surprises, alors c'est des outils vraiment intéressants. La 6e stratégie d'enseignement efficace, on dit fournir plusieurs rétroactions centrées sur la tâche accomplie. Alors, encore une fois, il y a plusieurs outils qui existent. J'en ai testé plusieurs au fil des années. Ils ont tous leur place. Dans le fond, ça peut être des questions justement sur les forums, l'utilisation de WordNote, Notabilité application, que ce soit des commentaires directement dans Word aussi qu'on peut utiliser, des PDF écrits à la main, on note, on surligne, on met de la couleur. C'est très efficace là, pour la rétroaction aux étudiants. Puis une variété aussi peut être très intéressante. Donc parfois faire un commentaire dans Word ou une autre fois utiliser le PDF pour annoter, faire les retours là-dessus. Alors plusieurs stratégies peuvent être utilisées et sont vraiment appréciées de tous là, quand on peut varier. Je vais changer les diapos, c'est vrai. Donc, la 7e stratégie d'enseignement efficace, on parle d'être flexible sur le temps d'apprentissage. Alors, le maintien des objectifs d'apprentissage identiques avec modification du temps accordé pour réussir. On n'a qu'à penser, par exemple, à l'apprentissage de la natation ou du ski. On peut ajouter des exerciceurs, modéliser un peu plus. Ce qui est important, c'est de ne pas enlever de contenu, mais de donner du temps supplémentaire. Ça va? Je vais juste, à toutes les fois où j'ai travaillé avec des enseignants pour savoir de quelle façon leur processus didactique était exercé, dans une des phases du processus didactique, c'est l'adaptation aux caractéristiques des étudiants. Et on a souvent tendance à dire « Ah non, moi, il faut qu'ils apprennent, je ne m'adapte pas à eux. » Et j'ai découvert que l'ensemble des enseignants gardent les mêmes objectifs, les mêmes niveaux d'objectifs, gardent le même contenu. Ce qu'ils adaptent, c'est en fonction du niveau de compréhension, du niveau de motivation et du contexte. Mais le temps, il y a comme une façon de bouger dans le temps. Et je trouve que, pour ça j'y reviendrai, mais la formation à distance nous permet d'avoir cette espèce de fragmentation dans le temps et l'espace qui, des fois, peut être bénéfique pour l'apprentissage. C'est tout ce que je voulais dire. Parfait, merci. On revient à la stratégie numéro 8, donc utiliser le travail de groupe productif. Productif, bien un bon mot. Dans le fond, on peut mettre l'accent là-dessus. Ce qui permet de faire la sélection des tâches, de l'attribution de rôles et la responsabilisation d'une étape de la tâche à chaque membre du groupe. Donc, encore une fois, plusieurs outils sont disponibles. Podio, Asana, Trello, Todoist.
Ces outils-là permettent justement de sélectionner, d'attribuer, de responsabiliser. Dans mes classes virtuelles, sur Moodle, j'ai l'option de faire des groupes et je vous dis que même si on est à distance, chacun pour soi, dans toutes les régions du Québec, j'ai des travaux d'équipe qui se font et mon Dieu, c'est vraiment génial ce qui s'y dégage. Dans le fond, je sépare les équipes et puis chaque groupe ne voit pas nécessairement ce que les autres équipes font. Il y a plusieurs possibilités, mais c'est ça. Chacun des membres est responsable d'une certaine partie, questionne les autres membres, corrige aussi les autres membres. Donc, l'apprentissage aussi par les pairs vient prendre sa place aussi. Alors, oui, Marie? Je vais ajouter dans cette stratégie d'enseignement efficace, le mot le plus important, comme Brigitte vous l'a dit, c'est le travail de groupe, oui, mais productif. Et il y a des conditions pour qu'il soit productif. Et c'est pour ça qu'on a la sélection des tâches, l'attribution des rôles. Et là, les outils numériques nous servent à ça. Qui va faire quoi? Qui va avoir tel rôle? Qui va être responsable de telle étape? Pour chacun des membres du groupe. Donc, oui, le travail de groupe, mais si le travail de groupe n'est pas balisé pour le rendre productif par l'enseignant grâce à ces outils numériques-là, il n'est pas considéré comme une stratégie d'enseignement efficace. Voilà, merci. Alors, allons à la 9e des 10 stratégies d'enseignement efficace. Donc, on dit expliquer clairement comment utiliser les stratégies pertinentes. Donc, informer et montrer à utiliser les stratégies des élèves. Donc, donner une pratique guidée avant de demander aux élèves d'utiliser la stratégie de manière autonome. Donc, la modélisation, encore une fois, dans mes classes virtuelles, je me permets de faire des tutoriels avant pour montrer la technique. Quand je capte mon écran, donc j'enregistre mon écran, je montre comment produire l'élément que je souhaite, et puis je dépose ça, les étudiants peuvent écouter et par la suite. Donc, c'est vraiment une formule gagnante. Et nourrir la métacognition, donc, ça implique de réfléchir aux options, aux choix et aux résultats. Et là, on revient sur MindMap ou CMapTool. Et par contre, cette fois-là, c'est l'étudiant qui fait sa propre carte d'organisation d'idées. C'est vraiment avec la modélisation qu'on a fait, justement, on vous avait présenté préalablement, et là, maintenant, c'est au tour de l'étudiant. Donc, on dit à distance, les outils numériques permettent de mettre en place des stratégies d'enseignement. C'est possible et c'est nécessaire. Exact. Merci. Merci, Brigitte. Je vais juste revenir sur la 9e et la 10e. Il y a les stratégies pertinentes, ce sont les stratégies qui nous permettent d'utiliser le contenu que nous avons enseigné. D'où l'importance, je vous disais tout à l'heure, la perspective didactique. Est-ce que je dois réfléchir sur des étapes de processus? Est-ce que je dois mettre en place une procédure, une technique? Il faut que je sois, comme enseignant, je sois capable de modéliser les étudiants ou les élèves à penser mon contenu de la façon dont il devra être utilisé. La 10e, nourrir la métacognition, on peut faire un lien avec la 4e stratégie d'enseignement efficace qui était résumer de façon graphique, établir des liens entre les concepts, les caractéristiques, le contenu qu'on a enseigné. Et la différence, je nourris la métacognition de quelqu'un quand je lui permets de faire ces liens-là. Donc, c'est pour ça que là, l'outil numérique, c'est l'étudiant ou c'est l'élève qui utilise la carte mentale, le diagramme, pour être capable de voir comment il comprend. Le plus important dans les données probantes sur le résumé graphique, peu importe qui le fait, mais l'important, c'est qu'il y ait une exactitude de cette image-là et des liens qui sont. D'où l'importance de, si on le fait faire à l'étudiant, de lui, s'il y a des liens qui sont erronés, moins efficaces, d'où l'importance de revenir. Donc, on voit maintenant la configuration de ces 10 stratégies d'enseignement-là en fonction du contenu qui est à être enseigné. Allons-y, étant donné qu'on a fait en partie, donc on va répondre s'il y a des questions tout de suite. On va y aller étape par étape au cas où on manquerait de temps à la toute fin. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions sur cette partie-là? Avez-vous des suggestions, des commentaires, des questions? Si vous pouvez utiliser le clavardage ou faire carré 6 sur votre clavier téléphonique, si vous avez une belle voix radiophonique, ou même pas.
On a quelqu'un qui est en train d'écrire. Stéphanie Dubé qui est en train d'écrire. On va attendre un moment. Tout est clair. Menmap et CMAP Tool est gratuit, libre de droit. Belle question, j'ai oublié de le dire à tout le monde, mais l'ensemble des outils que nous avons, il y a peut-être Séverine, que je n'ai pas demandé à Séverine, mais FOVA, il me semble que oui, que c'est en accès libre. Tous les autres, oui, ils sont en accès libre. C'est vraiment une précaution que nous avons prise, qui peut être téléchargée. Il n'y a rien qui doit, sauf peut-être... Et là, je vais... On nous dit que c'est gratuit aussi. Merci. Je le savais, mais j'aimais mieux que ce soit toi qui le dise. Ce que j'allais vous dire, c'est que il y a des livres didactiques, des livres numériques. Il y a des outils et des ressources didactiques qui sont faites par des maisons d'édition. C'est pas de ça dont il est question. Ça fait partie, bien sûr, des stratégies d'enseignement efficaces, mais dans ce que nous vous avons présenté, tout est gratuit, tout est en ligne et tout se télécharge assez facilement. Oui. Merci pour la question, j'avais oublié de le dire. Et Brigitte, moi je vais juste répéter les questions tout haut pour les gens qui vont suivre la vidéo plus tard. Il y avait un commentaire de Nicole qui félicitait pour la formation et qui disait « La présentation bien intéressante, très pratique, pédagogique ». Une question de M. Alexandre Dalpan. Peut-on avoir accès aux données probantes qui permettent d'appuyer ces choix de stratégie efficaces? Où peut-on les trouver? Oui. À l'espérance à la fin de votre présentation. Oui, et pas seulement ça, je l'ai ici. Je vous recommande l'article de Bissonnette. Vous l'avez à la fin. Bissonnette, il me semble, Gauthier et Pelado. Il donne même à chacune des données probantes et vous allez aller aussi sur le CETREC, qui a fait un beau dossier sur les données probantes. Je pense que ça vaut la peine en éducation d'aller voir et de s'informer. Mais encore une fois, je vous le dis, les données probantes, les stratégies d'enseignement doivent toujours être au service de la délibération professionnelle, du processus décisionnel de l'enseignant. Et là, je reviens à une marotte que j'ai beaucoup. La profession enseignante, il y a un territoire exclusif qui le distingue du spécialiste de contenu. Le spécialiste d'un contenu, il va appliquer un contenu. L'enseignant va transformer un contenu pour le faire apprendre par d'autres. Donc, il y a une délibération, il y a un processus didactique. Et oui, puis si jamais je n'ai pas assez de références là-dessus, Alain, je pourrais t'en envoyer d'autres, parce que ça vaut la peine. Mais tout est à la fin dans la bibliographie. Est-ce que vous voulez que je vous les cible? Non, je suis capable d'aller les lire. Oui, ce qu'on peut faire, c'est que l'information va circuler suite à la formation. Les gens peuvent nous contacter et je vais servir de relais de transmission avec grand plaisir. Tout à fait. J'ai mis, moi, dans le clavardage, le site du CITREC sur les données probantes et il y a une question de Carole Roy. Considérez-vous la participation d'un concepteur ou d'une conceptrice pédagogique dans ce travail de conception? J'adore cette question. En fait, il y a comme plusieurs modèles de la formation à distance. Le modèle TELUC où il y a une équipe multidisciplinaire, le modèle UQAR qui s'est développé par la force des choses, je dirais qu'il s'est développé grâce au missionnariat et un travail artisanal qui se continue. Les gens qui font partie du bac en enseignement professionnel peuvent le confirmer. Il y a différents modèles. Je pense que l'importance d'avoir au départ une vision commune, et d'où la perspective, et c'est pour ça que je suis un petit peu, je dirais, cassante, ou même un peu sans appel. Je pense que l'apport du contenu aux décisions qui seront prises dans une conception d'environnement d'apprentissage, l'analyse de ce contenu est un passage obligé. Et si une équipe de concepteurs travaille ensemble et part avec la même idée de
qu'est-ce que ce contenu-là? Quelle est sa nature? Comment doit-il être utilisé? Alors, on va travailler à un même aspect. Et oui, je pense que une équipe qui a une perspective didactique dans le sens de analyse du contenu, quelle est sa nature, comment sa nature infère certains outils, parce que la nature du contenu, comment doit-il être utilisé? Est-ce qu'il sera une étape de processus? Est-ce qu'il sera une technique? Est-ce qu'il sera une procédure? Est-ce qu'il sera une attitude? Ça va inférer, et c'est pour ça que ça me donne l'entrée pour la deuxième partie, des travaux non aboutis, non achevés, mais tellement intéressants, où on essaie de donner un profil TIC à des contenus. Je ne sais pas si ça répond, mais le débat est ouvert là-dessus, c'est fort intéressant. Gros merci, Marie. Carole, oui, Carole Roy de l'Université Saint-Boniface qui répond. Ce dont vous parlez est toujours la toute première étape de la conception, l'analyse. Exactement. L'analyse du contenu. Oui. Alors, il ne semble pas y avoir d'autres questions, commentaires et suggestions. Je mets étoile 6 de mon côté et je vous laisse la parole. D'accord. Alors, allons-y à cette deuxième partie. Je vais juste vous rappeler le titre de notre deuxième partie qui, comme on vous le disait tout à l'heure, qui peut être un bloc en soi. On oublie les données probantes et là, on va s'intéresser à ce contenu-là, à cette analyse-là, à ce que Mme Carole nous disait toujours, la première étape de la conception, qui va avec un peu la définition que je vous ai donnée, si on revient un petit peu plus loin, il faut spécifier les apprentissages visés. Dans spécifier des apprentissages visés, ça veut dire analyser, excusez, la nature de ce contenu-là. Donc, peut-on faire une concordance entre le contenu à faire apprendre et le niveau d'habileté TIC? Et là, on est allé fouiller. Je travaille avec quelqu'un du Living Lab en formation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup. On est allé fouiller sur des travaux qui ont déjà été faits par le groupe RedTIC et par aussi un autre profil qu'on a trouvé qui était Wiki Informatique, situé son niveau informatique. On est parti de là parce qu'on s'est dit, un niveau informatique, qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il des gens qui se sont penchés là-dessus? Et oui, il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. Et là, on a commencé à travailler ça. C'est pour ça que je vous les représente. Parce que il y a une première chose aussi, moi comme enseignante, et moi comme enseignante d'étudiants ou d'élèves, faut que je sois capable de situer et mon niveau et un peu aussi celui de mes élèves. Est-ce que j'aurai une petite partie de propédeutique à faire ou est-ce que j'aurai un petit bout d'arrimage à faire entre, c'est pour ça que c'est important, entre le contenu que je veux faire apprendre, qu'est-ce que ça demande comme profil TIC de ce contenu-là, et où sont mes étudiants et mes élèves et où je suis. Donc, le premier tableau qui est le niveau d'aisance des personnes dans l'utilisation d'outils numériques. En fait, ces outils-là, que je vous présente dans la partie 2, c'est vraiment comme des pense-bêtes, ah ouais, je vais regarder ça, où est-ce que je pourrais être et qu'est-ce que ça me demande un peu. Donc, c'est pour ça que je vous les présente. On est en train de travailler à une synthèse et une version qui va prendre en compte l'ensemble des travaux qui sont déjà faits. Et là, je me permets encore une parenthèse. Il y a beaucoup de choses de faites. Je trouve qu'il y a un foisonnement de travaux sur la formation à distance, un foisonnement de perspectives, d'outils. Ce qui manque, à mon sens un peu, c'est cette espèce de synthèse, de regroupement qui fait que l'enseignant va pouvoir avoir dans son répertoire de coffre à outils ces éléments-là et ça va être pour lui ces outils et c'est lui qui va décider ce qu'il va en faire. Donc voici ce premier tableau-là qui est comme 5 petites étoiles. Est-ce que je suis du niveau débutant, familier et expérimenté? Et là, l'intéressant pour nous, c'était les 3 petites étoiles.
aller voir le niveau expérimenté. Particulièrement, on parle ici, dans le niveau expérimenté, de la critique réflexive. Donc, il faut que moi, je sois capable, je pense, mais là, écoutez, je n'ai pas encore de résultats de recherche qui m'ont permis d'aller jusque-là, mais on pense, pour l'instant, qu'on doit avoir au moins le niveau expérimenté, qui est un peu ce qu'on voit sur le terrain. C'est un peu l'écologie du terrain. Les gens sont curieux, sont autodidactes et deviennent autonomes à force de travailler. Et donc, au niveau 3, expérimenté, on peut penser qu'on commence à avoir une critique réflexive. Est-ce que, et là, la question, c'était souvent, je me souviens quelques années, faut-il être un expert pour enseigner en formation à distance? On s'en va dans le niveau 4, dans le niveau 5. Je peux pas vous poser la question s'ils répondent, là, mais je n'ai pas de résultats de recherche là-dessus encore. Donc, voici, il me semble que le niveau expérimenté prend en compte et représente bien l'écologie du milieu de l'éducation. Donc, on pense que le niveau d'aisance des personnes dans l'utilisation d'outils numériques qui nous semble être un minimum lorsqu'on enseigne en formation à distance. Donc, on pourrait rendre aussi, je pense, aux compétences d'enseignement que l'on doit développer, qui est la compétence antique. Il faut qu'on atteigne les 3 étoiles avec un niveau d'autonomie, un minimum d'autonomie et une espèce de critique réflexive sur le choix de nos outils numériques. Et là, on a pris ces petites étoiles-là pour l'instant, mais oui, tu peux changer. Et là, on a consulté, j'aurais dû vous présenter le 3 dans le 2, mais c'est pas grave. On a consulté le profil TIC du réseau REPTIC qui a été conçu en 2011, mais revient par exemple. Je veux juste vous dire qu'on a utilisé leur description. On a essayé de mettre des petites étoiles à côté, mais ce n'est qu'une proposition pour l'instant. Donc, on a pris ces deux choses-là et on a utilisé ce que l'équipe de travail du profil TIC avait fait, mais on parle encore du niveau d'aisance des personnes. Et ensuite, on va s'en aller au niveau d'aisance des personnes et on va ajouter le profil TIC du contenu. Hypothèses. Pour l'instant, ce sont des hypothèses. Donc, vous voyez, je ne vais pas toutes vous les expliquer. Il y a recherché l'information, il y a traité l'information, il y a présenté l'information, il y a travaillé en réseau, il y a exploité les TIC de manière efficace et responsable. Et là, vous avez les composantes de chacune. Ça nous a été fort utile. Et, curieusement, on pense que certains outils numériques avec des contenus peuvent nous amener à utiliser ça. Et là, allons-y avec la grille de concordance, c'est ça sur quoi nous travaillons. On a pris les 5, rechercher l'information, traiter l'information, présenter, travailler en réseau et les exploiter. Mais on a ajouté à ça, dans la perspective didactique en bas, quel est le type de contenu que je veux faire apprendre et quel outil numérique je pense utiliser. Donc, vous voyez, en fait, je rends explicite et je mets à plat la pensée enseignante sur un certain contenu. Je vais même vous donner 3 exemples parce que je me suis amusée à aller chercher une procédure du programme de l'École québécoise en sciences et technologies au niveau primaire. Un autre exemple au secondaire, il me semble que c'est en français au secondaire, et un autre au niveau collégial. Et dans la partie 3, ben là, je parle plus des professeurs d'université, donc c'est pour ça que je les ai pas mis là-dedans. Et c'est une mise à plat qui permet de voir, bon, allons-y avec, supposons que le contenu que je veux, c'est une procédure. On sait qu'au primaire, on apprend à se servir d'un thermomètre en sciences et technologies. On apprend aussi à se servir d'un cylindre gradué. Il y a une procédure. Une procédure, ça veut dire que premièrement, je dois faire ça, je mets de l'eau. Deuxièmement, je regarde la ligne, C'est vraiment une procédure. Alors, je suis l'enseignante et je me dis, je suis en formation à distance, j'ai cette procédure-là à faire apprendre à mes étudiants. Donc, je dois utiliser des outils numériques et des stratégies d'enseignement. Si mon outil numérique utilisé, ça pourrait être, là, l'idée du tutoriel est intéressante.
Là, l'idée d'une capture, d'une capsule vidéo et d'un vidéo tutoriel est intéressante. Et qu'est-ce qui fait? Et là, c'est pour ça qu'on s'est habillé, on a mis le reptique en haut. Là, on s'est dit, ah oui, ça veut dire que là, ce contenu-là, il y a de la recherche d'informations dedans. Donc, le tutoriel, pour nous, la capsule et le tutoriel, vient ici répondre aux besoins de recherche d'informations. L'étudiant, l'enfant, va aller chercher son tutoriel sur sa classe, sur son environnement d'apprentissage numérique et va consulter et va avoir son information sur la recherche. Donc, il se situerait à la recherche d'informations. On essaie de faire, mais je vous le dis, c'est pas encore tout à fait abouti. Donc, s'il y en a qui ont envie de travailler avec moi là-dessus, ne vous gênez pas parce que je pense que en fait, je fais ça un peu comme... Madame Nicole Perrault nous dit « C'est extrêmement plaisant de voir que nos travaux sont réinvestis dans des projets. » Donc, écoutez, nous, quand on... Oui, mais continuez. Je pense que si Brigitte et moi, on peut apporter quelque chose dans tout ce foisonnement de l'avènement du numérique en éducation, c'est de remettre au centre les décisions prises par les enseignants et de mettre, j'ai déjà dit ça, vous allez dire que je me répète pour ceux qui m'ont déjà entendu, il faut vraiment mettre le numérique au service de ce qu'est l'éducation. Et ma conclusion vous le dira tout à l'heure. Là, Marcel Parr va dire que je me répète encore. Le rôle enseignant, il n'a pas vraiment changé. Le rôle de l'enseignant, et il est irremplaçable, c'est de faire apprendre quelque chose, un savoir humain qui a été produit par les humains, à d'autres humains. Et ça ne change pas. Ce qui change, par exemple, et ce qui est en profonde mutation, et que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est cette pratique enseignante-là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je vais vous la présenter on va avoir le temps, oui. Je vais vous la présenter, et sont là mes travaux de recherche, dans la troisième partie du casse-tête, c'est que cette pratique enseignante-là, elle est complexifiée au possible, elle est contextualisée, et, curieusement, elle répond toujours de façon stable à un certain processus qui fait qu'il répond à la situation éducative, qu'elle soit en FAD ou non. Et ça m'amène même à redéfinir certains concepts de la didactique des disciplines qui ont été très porteurs, très forts, très intéressants des années 1975, 80, 90, mais maintenant, on doit les mettre de notre temps, c'est ce que je vous disais au début. Peut-on penser un modèle d'enseignement de notre temps? Donc, je voudrais les revisiter dans la formation à distance. Et autre chose, de façon beaucoup plus personnelle, j'ai jamais été aussi près de mes étudiants, j'ai jamais autant exercé un enseignement de proximité que depuis que j'enseigne en formation à distance dans un bac presque entièrement, 99% asynchrone. Je vous le jure, là, je fais même de la discipline de temps en temps parce qu'il y a trop de bruit dans la classe. Il y a trop de monde sur les forums. Alors, je continue. Je vous prends un autre exemple dans le contenu. Je dois dire que où on n'est pas abouti, là, parce que puis là, je parle aux gens du reptique, là, on n'est pas abouti parce qu'on commence de bas en haut. C'est pas normal de faire ça, mais pour être capable de faire le raisonnement que je peux vous amener à faire, c'est pour ça que, pour l'instant, c'est comme ça. Mais si, reptique, vous avez autre chose à proposer, là, allez-y. Bon, je mets, en premier lieu, c'est mon analyse du contenu, complètement en bas, je suis dans la deuxième. Allons maintenant dans le programme de français du secondaire, où là, on va parler de théorie, de concepts, de notions. On va parler d'une analyse de texte. On voit différents textes, argumentatifs, narratifs. Il doit y avoir, je suis sûre qu'il y a des spécialistes de l'enseignement du français, pardonnez-moi si je fais des erreurs, mais l'analyse d'un texte, selon la nature du texte, il y a certaines choses à considérer. Les fonctions, certaines caractéristiques, certains éléments. Donc là, je suis dans une théorie, je suis dans un processus, je suis dans une analyse. En fait, l'outil numérique que je vais utiliser et que je me dis comme enseignante, est là tout de suite
moi, je fais une carte conceptuelle, ou je fais une carte mentale, où je peux mettre les liens. Parce que lorsqu'on analyse, les choses s'entrecoupent un peu. Je privilégie ça qui m'amène vers telle chose, qui fait un lien à ça. Il y a une boucle à boucler dans un processus d'analyse. D'où, et je le répète encore, la perspective didactique est au centre de tous les travaux que je vais mener en formation à distance. Et la didactique, bien sûr, s'invite dans la formation à distance. Ça n'enlève pas l'importance de l'instrumentation. Ça n'enlève pas l'importance de toute la recherche et de tout le développement des outils numériques et de continuer à le faire. Mais il n'y a aucun outil numérique qui permet de prendre la décision à la place de l'enseignant. Et si j'ai un seul message à vous passer, c'est bien celui-là. Donc, d'où l'importance aussi pour nous, enseignants de notre temps, et pour nous qui formons des enseignants, que ces enseignants-là aient au moins un niveau d'aisance, d'autonomie, de curiosité et surtout de pensée critique. Alors, on analyse notre texte, je sais que c'est un concept, mon outil numérique utilisé, et ça, là, c'est fort intéressant parce que moi, je dis, OK, carte mentale. Au départ, la carte mentale, je la fais pour mes étudiants. Et ça, c'est très porteur. Dans une ancienne vie, j'enseignais en technique d'éducation à l'enfance et on m'appelait Schéma Marie parce que je trouvais que des fois, ça permettait d'être logique et des fois, puis je les obligeais à faire des schémas. Et là, à un moment donné, à force de me faire appeler comme ça, j'étais un peu tannée. Fait que j'ai dit, OK, on va enlever ça. Et là, ils m'ont tout dit, non. Parce que nous, quand on manque un cours, là, on va voir le schéma que tu as fait. On va voir les choses, puis on sait exactement où on est. Oh! Alors là, j'ai comme compris que l'apprentissage, elle était en dehors de ce que je pouvais raconter. Et en tout cas, c'était juste pour vous dire ça, là. C'est juste une petite parenthèse, oui. Madame Perrault qui nous dit, Nicole Perrault qui nous dit, oui. Marie, on s'est rencontrés au CERTA, c'est aussi dynamique à distance qu'à présent. Bonjour Nicole, j'espère. En fait, si aujourd'hui on peut ensemble commencer à travailler sur une didactique de la formation à distance et ce serait peut-être notre agenda caché à Brigitte et moi, mais pas si caché que cela, parce que ça fait partie de la conclusion. Non, reste avant, parce que j'ai pas fini sur mon texte en français. Dans une première étape, je fais, à titre d'enseignante, la démarche dans une carte mentale de ce que je veux que ce soit l'analyse d'un texte narratif, admettons, ou argumentatif. Et là, on s'est rendu compte, Rachel et moi, qui est celle avec qui je travaille au Living Lab, bon, lorsque j'utilise une carte mentale, la carte mentale permet, pour être capable de la faire, de rechercher de l'information, de la traiter, parce que les petits liens qui se déplacent, et le petit mot que je mets, par exemple, CIMAP, que j'ai utilisé beaucoup, on vous avait mis tous des exemples de ça, mais là, je vais mettre ça sur la faute à Alain. Alain nous a tout fait enlever ça. Fait que là, vous allez être obligé de m'écouter, parce que c'était trop fort. Alors, quand je mets entre le concept A et le concept A et le concept B, l'espèce de petit mot ici, là, je suis obligée de traiter l'information. Moi, comme enseignante, et un peu plus tard, vous l'avez vu dans la donnée probante, l'élève aussi aura à faire cet exercice-là. Je présente l'information. On peut arrêter là avec une carte conceptuelle. On peut aussi travailler en réseau, la partager. Fait que, écoutez, ce que vous avez fait, Triptyque, là, je vois, moi, des possibilités, même si elle a été faite pour un humain au départ, je pense que les contenus et que l'analyse de contenu ont des portraits, ont des signatures, ont des ADN TIC qui permettent ensuite de faire un choix beaucoup plus facilement sur l'outil qui est utilisé. C'est comme si l'outil, là, il prenait sa place. Ce n'est pas la panacée, il est au service de l'analyse du contenu que je vais faire. Et là, on peut changer. Maintenant, niveau collégial. On le fait au niveau collégial. Au niveau collégial, j'ai utilisé les compétences et les éléments de compétences. Les gens du collégial, vous allez me reconnaître. Oui, effectivement. Je vais reprendre, Carole, je suis en train de vous lire, là.
Les cartes conceptuelles sont très efficaces aussi comme activité collaborative. Oui, je ne suis pas allée jusque-là, mais bien sûr que oui. Oui, oui et oui. Et oui, il y a plusieurs outils, c'est vrai, qui permettent de faire ça en travail collectif. Là. Exactement. Mais moi, j'étais plus sur l'idée, mais effectivement, oui. Vous voyez toute l'importance de voir cet outil-là, moi, je vais le configurer pour ça. Moi, je vais l'utiliser pour ça. Et je parle souvent d'environnement d'apprentissage plutôt que de stratégie d'enseignement. Des stratégies d'enseignement, une configuration de stratégie d'enseignement nous permet d'avoir un environnement d'apprentissage. Et tous les gens avec tous les enseignants expérimentés, parce que moi je m'intéresse au savoir caché derrière l'expérience, ont cette configuration-là, de configuration, échafaudage, dilemme, bricolage, appelez ça comme vous voulez, et tout ça fait un environnement d'apprentissage en phase personnalisée. Je vous dirais qu'elle est là, la personnalisation. Elle n'est pas sur le raisonnement didactique, qui, lui, est étonnamment stable, et sur la contextualisation et la personnalisation. Alors, je continue avec celui-là, nous l'avions fait pour l'enseignement supérieur. On est en technique loisir, on veut collaborer à la création d'un calendrier de gestion des événements, qui est une des compétences qui est très importante en loisir. Donc, vous voyez, elle va utiliser le tableur, le moteur de recherche. Elle va en utiliser un autre pour rechercher l'information, le même pour traiter l'information, et elle prend son outil et elle met ce à quoi elle veut le faire. Alors, je vous le propose, non abouti, non achevé, mais tout chaud encore, qui a été présenté l'année passée à l'Axas et qui est en train de se focusser de plus en plus et de mettre l'accent sur le profil numérique, on ne sait pas encore comment on va l'appeler, le profil numérique des contenus dans une perspective didactique en formation à distance. Ce serait quelque chose d'assez intéressant. Alors, voici, c'est la fin de la partie 2. C'est plus dans cette partie-là, nous l'avons conçue plus dans une volonté de séminaire, de suggestion. Ce serait peut-être moins vos questions que de vous dire « Hey, as-tu pensé à ça? » ou « Avez-vous pensé à ça? Je vois telle chose, je vois telle chose. » Oui, Nathalie, oui, elle me sera fort utile dans mes prochaines conceptions de situations d'enseignement d'apprentissage en FAD. Je dois vous dire que cet outil-là, particulièrement en mode asynchrone où la plateforme d'apprentissage Moodle devient notre classe virtuelle, de façon informelle, on le fait. Presque tous les gens qui font une conception d'environnement d'apprentissage sur la plateforme Moodle ou peu importe votre plateforme, vous fait ce raisonnement-là, mais il n'est pas formel. Et ça, c'est des savoirs qu'il faut nécessairement, et c'est là notre travail, nous, les chercheurs, ce travail-là de donner forme et de produire ce savoir-là, ce savoir professionnel-là, c'est important parce que trop souvent oublié et non considéré. Alors, est-ce qu'il y a des suggestions, des commentaires, des questions? Il y a quand même beaucoup de commentaires dans le clavardage. Si vous voulez obtenir le clavardage suite à la réunion, on peut vous l'envoyer en même temps que le lien vidéo et le document de présentation. Alors, il y a un commentaire de Mme Stéphanie Dubé. La meilleure présentation sur la formation à distance que j'ai suivie depuis un bout. Bravo. Merci. Merci, parce que hier soir, on était un petit peu nerveuse, puis là, je me disais, bon, pourquoi qu'on fait ça, dans le fond? On est moins dans l'instrumentation. Merci. Il y a Nicole Perrault également des Reptiques qui souligne votre présentation très inspirante. Plusieurs Reptiques qui participent et je suis certaine que nous y reviendrons lors d'une activité sur les compétences numériques des enseignants qui se tiendra à notre rencontre en présence d'Avril. J'ai une petite commande pour vous autres, le Reptique, là. Travaillez là-dessus, puis amenez-nous ça. Je trouve qu'un profil TIC des outils numériques gratuits. Je n'entre pas encore parce que, à mon retour du colloque CIRTA, Alain, est-ce que je peux me permettre un petit commentaire? Absolument, vas-y, Marie. OK.
À mon retour du colloque CIRTA, une des choses très intéressantes du CIRTA, c'est qu'ils ont mis en relation, et c'est la première fois que je voyais ça, moi, des petites startups, là, j'appelle ça des jeunes nerds, là, excusez-moi, là, mais moi, je n'ai pas leur âge, là, qui veulent construire des outils pour l'éducation. Bon, oui, j'ai trouvé ça fort intéressant. Je vais travailler avec Yann Giroux. On se rencontre la semaine prochaine. Et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça fantastique. Mais je pense aussi que les savoirs formels qui appartiennent à l'éducation, il faut qu'ils soient là, puis il faut qu'ils soient pris en compte. Donc, ça, c'est une chose, les startups et tout ça, mais il y a aussi tous les outils numériques en ligne gratuits. Et je pense que ça, là, ça enrichirait notre formation à la distance, ça enrichit notre pratique enseignante et de les situer, de leur donner un profil TIC dans une perspective didactique, il me semble que c'est très prometteur. Alors, c'est une commande. Un petit dernier commentaire avant de vous laisser aller, Marie et Brigitte, pour la suite. Nathalie Chevrier, il faut oser tester des outils TIC pour ensuite les exploiter avec nos étudiants en formation à distance. Pour ma part, je me donne le droit à l'erreur et n'hésite pas à demander l'aide des étudiants. Je leur indique que j'expérimente l'outil avec eux pour la première fois et que j'ai besoin de leur rétroaction pour savoir si tout fonctionne bien et améliorer l'outil au besoin. En fait, là, je vais déborder, là. Vous exercez là, je ne vous l'ai pas présenté là, je l'ai enlevé parce que j'ai tendance à devenir très théorique à un moment donné, là, puis ce n'était pas vraiment le but. Dans le processus didactique que j'ai modélisé, il y a une action qui s'appelle « Maintenir une relation significative avec les étudiants ». Et ce que tu viens de me lire là, Alain, c'est exactement là, ça. Cette relation significative-là avec les étudiants, c'est qu'on devient dans un fonctionnement un petit peu plus démocratique, qui est majeur, important, facilitateur pour l'apprentissage. Et c'est là que nous, les gens de l'éducation, là, c'est là qu'il faut être dans la formation à distance. Et c'est là qu'il faut se positionner, et c'est là qu'il faut parler, puis il faut dire, oui, des outils numériques, mais à notre service. En fait, au service de l'apprentissage, au service d'une situation éducative qui est efficace. Merci Marie. Je me cache derrière l'étoile 6. Je vous laisse la parole. D'accord. On poursuit. Bon. Là, je vais jouer au professeur, c'est vrai, là. On s'en va, cette troisième partie-là pourrait être toute seule dans la vie, là. On va parler de lecture que j'ai faite et d'approfondissement que je suis allée faire parce que j'étais très préoccupée par est-ce que mon rôle enseignant change? Je vous l'ai dit tout au cours, là, la question, vous connaissez la réponse. Et je me suis intéressée, par exemple, à la complexification de ce rôle-là. Et particulièrement, moi, je viens de l'enseignement supérieur, j'étais une enseignante de collège et maintenant je suis professeure à l'université. À l'université et en enseignement supérieur, on n'a pas besoin de formation en pédagogie, aucune. On a besoin d'être des spécialistes du contenu. Sauf que, de plus en plus, je pense à l'Université de Sherbrooke qui offrait Performa dans mon temps. De plus en plus, et à l'enseignement supérieur, incluant cégep et université, on parle de pédagogie à l'université, de pédagogie universitaire. Donc, il y a quelque chose là. Il y a un ADN enseignant. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, cet ADN enseignant-là. De quoi, au 20e siècle, pour l'apprentissage du 20e siècle, sera-t-il composé? Et je me suis intéressée à certaines des dimensions. Là, je ne l'ai pas là, mais j'ai une espèce de petit texte que vous pouvez aller voir sur Muse et Fadu, qui parle des dimensions des nouvelles dimensions de l'apprentissage au 21e siècle, mais de la posture de l'enseignant. Fait que Muse et Fadu, je ne sais pas si j'ai la référence, mais en tout cas, Alain, vous avez juste à tapez ça sur Google et vous allez voir, c'est notre blog. Je travaille là-dessus avec Jean Bernatchez, qui est politicologue et qui est avec qui je fais des travaux de recherche sur ça, la profession enseignante. Alors, une des dimensions, c'est la littératie numérique. La littératie numérique,
ça a une place centrale dans l'apprentissage au 21e. Oui, merci Marie-Josée. Ça a une place centrale dans l'apprentissage au 21e siècle. Pourquoi? Parce qu'en plus, elle a comme deux rôles. C'est un outil de soutien et d'évaluation. C'est aussi un outil, une justification pour les nouvelles compétences. L'avènement du numérique a bouleversé nos vies. On le sait, on le sait. Maintenant, comment dans l'éducation? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans l'éducation? La culture numérique, maintenant, fait partie intégrante de l'éducation et de la vie. Ça complexifie notre rôle enseignant. Parce que voici, et là j'ai fait une analyse avec, je suis partie de méta-analyse sur l'apprentissage au 21e siècle, et je suis allée chercher là-dedans tout le rôle de l'enseignant. Et voici ce que j'ai. L'utilisation des nouvelles technologies, bien sûr. Moi je dirais qu'on est rendu un petit peu plus loin que ça, là. On le sait, on le fait, on est rendu un petit peu plus loin. Maintenant, on est en train de plus en plus, grâce à Reptic, je trouve que le monde de l'éducation, on est très, très actif. Ce qui nous manque, je pense, c'est de nous fédérer autour d'une didactique de la formation à distance ou quelque chose comme ça. REFAD, je ne sais pas, mais je suis aussi en questionnement que vous autres, là, mais n'importe quel un groupe de travail là-dessus. L'intégration de la technologie à la pédagogie. Moi, je mettrai entre parenthèses didactique. Mais là, je voulais vous dire ce que la méta-analyse disait. La mise à profit des médias sociaux à des fins d'apprentissage. La conception d'environnement d'apprentissage technologique qui respecte le rythme, l'autonomie, l'individualité des apprenants. Et là, je fais encore la même petite mise en garde que j'ai faite tout à l'heure. Les enseignants, lorsqu'ils s'adaptent aux caractéristiques, au rythme, à l'autonomie, ils ne baissent pas les contenus. Ils ne changent pas. Ils maintiennent les objectifs. Ils maintiennent le niveau d'apprentissage. Ce qui change, c'est l'adaptation au rythme, à l'autonomie, à l'individualité, puis je mettrai à la motivation. Et tous ceux qui enseignent, vous savez comment c'est important, la participation, la réalisation de ce qu'ils font. Alors, la littératie numérique, oui, tu peux changer, qui est une des dimensions. Et là, je vous amène tout de suite dans des résultats préliminaires de la recherche. Ce qui était à Surta, je l'ai retravaillé un petit peu. Je me suis intéressée dans cette recherche-là à 8 professeurs d'université dans des domaines très, très différents, mais qui avaient en commun d'avoir au moins 5 sessions d'enseignement en formation à distance. La formation à distance, et la définition que j'ai prise est celle qui est donnée par le Conseil supérieur de l'éducation en 2015 dans leur avis sur formation à distance à l'université, un potentiel à optimiser, vous l'avez dans les références, et qui dit que c'est un continuum. Ce continuum-là, il part il faut qu'il y ait une fragmentation dans l'espace et dans le temps, dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Et il y a certains, ils parlent aussi des aspects de la tâche. Moi, j'appelle ça la situation de la pratique enseignante. J'ai demandé à 8 professeurs d'université, au cours d'entretien d'explicitation, je les ai suivis dans 3 aspects, dans 3 situations de leur tâche. D'abord, la planification sur un cours de 45 heures. Ensuite, un cours aussi sanctionnant, crédité, 45 heures, faisant partie d'un programme, prof d'université à temps plein, reconnu, plus que 5 sessions d'expérience en formation à distance. Et là, je me suis intéressée à chacune des situations. Ce que je vous donne là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est planifier en formation à distance? Qu'est-ce que c'est concevoir des environnements numériques, des environnements d'apprentissage en formation à distance? Je me répète là. Qu'est-ce que c'est intervenir? Qu'est-ce que c'est évaluer? Et là, ce que je vous présente, la formation à distance, en formation à distance, il y a un cycle de planification d'un cours. Il y a une période de cogitation. Ce sont des résultats préliminaires, mais les 8, plus ou moins, mais ça ressemble à ça un petit peu. Il y a une période de cogitation. Il y a une période de pause. Il y a une période de formalisation. Et il y a une période de finalisation. Qu'est-ce que ça nous dit? Je n'irai pas plus loin que ça. Complexification, parce que les outils numériques nous permettent d'avoir toujours accès au niveau de pensée où on est rendu. On ne perd rien. Alors là, quand je parle aux conseillers pédagogiques, souvent en formation professionnelle, je leur dis, je pense qu'on ne peut plus faire des petites fiches de planification. Je pense que la planification doit
doit être intégré à l'environnement numérique d'apprentissage en formation à distance, à tout le moins. Alors, voici ce que ça a donné comme modèle. Déjà là, j'étais impressionnée, pas de moi, mais des enseignants, bien sûr, de mes professeurs. Et là, je me suis dit, je vous présente seulement celle-là aujourd'hui, qui est la période de finalisation. Une fois que la cogitation, que la pause et que la formalisation est faite, la période de finalisation apporte sur 3 aspects. Encore une fois, retenez, complexification de la pratique enseignante, la plateforme numérique d'apprentissage, le plan de cours, le groupe étudiant. Voici 3 aspects qui font partie de la période de finalisation. Donc, dans la plateforme numérique d'apprentissage, encore une fois, résultats préliminaires, on va en ajouter, vérifier le fonctionnement, mettre à jour la plateforme, l'ouvrir, vérifier la disponibilité aux étudiants. Et vous voyez, il y a autant de procédures qu'il y a de raisonnement au 3e niveau, je dirais, là. Des fois, quand je dis, quand on est en train de cogiter, de réfléchir, dans la période de finalisation, on s'en vient en ce qui concerne la plateforme numérique d'apprentissage, comme vous le voyez, on est dans des procédures qui ne sont pas moins importantes. Parce que vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous n'avez pas ouvert vos yeux, là, ou si vous n'avez pas ouvert votre plateforme, puis que vous pensez qu'elle est ouverte, c'est fou ce que vous êtes inondé d'appels d'étudiants et de toutes sortes d'affaires. Puis si vous ne vous en souvenez plus ce qu'est le petit Dieu, il y a des procédures fort importantes. Maintenant, le plan de cours. Je me suis rendu compte, avec l'ensemble de mes 8 personnes, le plan de cours devient un catalyseur du cours. Le plan de cours est OK, je suis juste à l'enseignement supérieur. A-t-il plus d'importance à l'enseignement supérieur qu'en formation professionnelle ou qu'au primaire ou qu'au secondaire? Peut-être. Mais le plan de cours a comme une vocation qui va suivre le déroulement de la démarche d'apprentissage tout au long de la période. Oui, Nicole, bonjour. Ça doit quitter. Oui, OK. Merci de votre présence. Merci de votre présence. Bon, le plan de cours, je vais revenir sûrement dans d'autres colloques à la REFAD pour aller vous présenter quelle est la vocation du plan de cours, parce que avant on disait que c'était les enseignants qui avaient une vocation. Moi, je trouve que ce document-là, il y a vraiment quelque chose de... juste pour les enseignants du collégial, je ne vous parle pas du plan cadre, je vous parle vraiment du plan de cours, qui est comme retirer, modifier les éléments, déposer, les rendre disponibles. On imprime encore une copie papier, hein? Mes 8 font encore ça. Peut-être la nouvelle génération, non, mais on fait encore ça. Le groupe d'étudiants, on va imprimer, vérifier, revérifier, on va effectuer des échanges courriels. Je me suis rendu compte, particulièrement en formation à distance à l'université, le cours commence avant le cours. C'est étonnant comment il y a des échanges courriels avant que la classe ouvre. Peut-être pas tout partout, mais ce sont des éléments aussi de complexification, particulièrement lorsqu'il y a l'achat de livres obligatoires ou de matériel obligatoire. Bon, on invite à entrer en classe virtuelle. On prépare la première rencontre. Moi, j'avais des gens beaucoup en formation hybride, donc dans le résultat de la période de finalisation, s'il y a des rencontres à présence, elles sont préparées à part. Et on vérifie l'entrée en classe virtuelle avant le cours en présence. Il y a dans cette période de finalisation-là aussi de la gestion de classe, complexification, espèce de osmose entre différentes habiletés d'enseignement. Et là, je me dépêche un petit peu, parce que là, le titre, c'était vraiment l'usage et les fonctions des outils numériques. On a utilisé chez mes profs, parce que c'est des professeurs à l'université, des banques de données, des vidéos et des liens Internet. Qu'est-ce qu'on fait avec les banques de données? On recherche des nouveaux articles. Pourquoi? Pour intéresser les étudiants. On change les articles pour en mettre des plus récents. On va chercher aussi des articles très spécifiques selon le contenu, selon certaines méthodologies particulières. On a des nouveaux exemples, on veut donner aussi des nouveaux exemples. On ajoute des liens Internet de l'article. Et je ne l'ai pas là, mais oui, je l'ai un petit peu. Il y a une espèce de travail clérical que vous allez vous reconnaître.
Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup revoir à chaque session les liens que l'on fait. Et particulièrement en formation à distance où on en utilise beaucoup. Moi, souvent, j'étais quelqu'un qui en utilisait beaucoup. À toutes les sessions, il faut que je refasse cette espèce de ménage du printemps que j'appelle, là, qu'il faut que je revoie mes liens pour que donc, ajout de tâches, ajout des aspects de la tâche. Vidéo, lien Internet. Vérifier la validité, le site, les articles, on les visionne, on les ajoute, on le remplace. De plus en plus, la tendance, merci, et puis le programme. Ah! Oui, merci, j'ai déjà mon patelin. Bonjour François. OK. Et Marie, j'en profiterai, il y avait une question de Mme Stéphanie Dubé qui peut-être... Oui, vas-y, je la vois pas. Élaborer peut-être un peu plus tard si cette personne-là contacte le référent ou vous contacte directement. Est-il possible d'avoir l'explication supplémentaire sur les 4 étapes de la planification d'un cours, cogitation, pause, etc.? J'aimerais avoir les définitions de ces termes et plus de détails si c'est possible. Oui, Alain, je vais te les envoyer. Ça va faire plaisir. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus qui va être publié dans un chapitre de livre. Bon, est-ce que je peux... Je vais vous en envoyer des bouts. Je ne peux pas donner l'article comme tel parce que là, il est soumis pour évaluation au pair, mais à l'aveugle, là, parce que nous, c'est ce qui fait que ce savoir-là devient valide et devient validé par la communauté scientifique. Mais oui, bien sûr, je vais te l'envoyer, Alain, par courriel et à titre informatif. OK? Madame Dubé, je vous invite, et toutes les autres personnes qui veulent avoir des renseignements supplémentaires de la part de Marie et Brigitte, de nous contacter directement à l'adresse qui est dans le clavardage. Je vous laisse la parole. OK. Maintenant, les contacts courriels, Outlook, carnet d'adresse, peu importe. Je suis vraiment allé dans le détail. Il y a l'achat d'un livre obligatoire. Il faut identifier la ressource. Il faut donner le lien Internet. Par exemple, tout à l'heure, on a fait le rapprochement entre les données probantes et les outils numériques. Mais ça veut dire que si j'utilise CIMAP, par exemple, ou j'utilise Post-it, ou j'utilise peu importe, ils sont en accès libre. Mais il faut que je donne le lien à mes étudiants. Donc, ça là, et là, je fais aussi le lien avec la deuxième partie où je dois nécessairement avoir 3 petites étoiles dans mon niveau d'aisance pour être autonome et pour être capable de faire une réflexion critique sur cet outil-là que je vais proposer. Je dois effectuer les suivis. Il y a des changements d'horaire. On parle plus sur le continuum de la formation à distance. Lorsqu'on est en hybride, on a des fois on est en synchrone, on peut être aussi en asynchrone, mais on peut être aussi en présence à distance, en synchrone. Donc, il faut, puis des fois on est même en présence, en vraie présence, là, corps humain à corps humain. Là. Donc, il faut parler, il faut mettre les horaires. Rappelez aux étudiants le livre, envoyer un courriel du plan de cours. Souvent, j'ai vu ça, avant que le cours commence, le plan de cours est envoyé par courriel. Il y a comme, et moi, ça me dit toujours, tiens, le maintien d'une relation significative. Même à distance. Les informations, les modifications, numéro de local, la messagerie aux étudiants. Ah là, je m'assiste ça parce que ça, c'est dénaturé de ce à quoi ça sert habituellement. On informe la disponibilité du plan de cours, on vérifie les réponses des étudiants et aussi, on en profite pour faire des fois des petites, j'appelle ça capsules, mais j'appelle pas, c'est pas vraiment ça, des petites modélisations. Je me suis rendu compte que tout le monde dans la classe, dans le forum, vous avez tendance à revenir sur tel aspect. Voici ce que je veux dire dans ça. Donc, message aux étudiants à l'entrée de la classe. Voici cette semaine ce que je veux vous parler. Voici sur quoi je veux insister. On continue. Il y a les fonctions, qui est une instrumentation déroulement des rencontres. Il y a l'onglet participants. Et ça, c'est très utilisé. C'est de la gestion de classe. C'est tellement intéressant. Parce que on va voir. Ça fait, par exemple, j'ai un étudiant, je viens de corriger un travail, j'ai un étudiant, voyons, il en manque une partie, ou je sais pas quoi, particulièrement en mode asynchrone, là. Alors, je vais voir combien de fois il est venu dans la classe. Parce que dans la classe, j'ai répondu à des questions, j'ai fait des messages la semaine. Et quand je vois que le dernier branchement remonte, ou qu'il n'y en a pas eu beaucoup, j'ai comme des informations assez intéressantes sur le niveau de motivation, peut-être, de mon étudiant.
j'ai aussi des outils qui servent à le support à l'environnement d'apprentissage. Tous les outils numériques ne servent pas de support à l'environnement de l'apprentissage. L'environnement d'apprentissage, pour moi, c'est quelque chose de très tangible, même si c'est dans l'ordinateur. Il y a une configuration, puis il y a une ouverture, puis ça passe par une plateforme. On a beaucoup de Moodle, mais ce n'est pas nécessairement la seule. Donc, ici, support à l'environnement d'apprentissage, en formation à distance, on pourrait mettre des parenthèses ici et écrire l'ensemble des plateformes d'apprentissage qui sont disponibles. Donc, on les configure et on les ouvre. On ferme souvent lorsqu'on les configure, et ça, c'est fort intéressant parce que on le laisse fermer, puis on le configure, on fait des essais. Ah oui, je mets ça là, j'y reviens. Ça va tout avec le cycle de ma planification. Je transfère aussi. J'avais des professeurs expérimentés. Donc, il y a des parties de modules, il y a des parties d'éléments qui sont transférés d'une classe à l'autre ou d'une section à l'autre. J'effectue des modifications. Maintenant, l'ouverture de Moodle, je m'assure de l'accès, je dépose et je rends disponible le plan de cours, en plus de l'avoir envoyé par courriel et en plus de l'avoir imprimé. Peut-être que ça, c'est des relents de notre ancienne vie, là, mais, non, mais c'est vrai. Voici maintenant une conclusion en 3 grands aspects, qui est une conclusion qui est plutôt une ouverture. Ensuite, je quitte. Oui, on va être correct dans notre temps. Voici la première partie de ma conclusion, constance du rôle enseignement, mutation de la pratique enseignante. On a une grande diversité des pratiques, et là, je vais reprendre ce que Julien et Gosselin ont dit en 2016. Vous avez l'article à la fin. La FAD ne doit pas être confinée, ni à une approche pédagogique unique, ni à une modalité de formation précise. Et moi, j'ajouterais, il faut lui donner sa perspective didactique. La contextualisation du temps, du lieu et de l'action associée à la formation à distance prend en compte plusieurs modalités. Et là, ça remet toute l'importance au processus décisionnel enseignant, au processus de travail, au processus didactique. Et ça m'amène à une deuxième conclusion qui est, et là, en fait, c'est comme un appel à tous au REFAD aussi, là, vers une didactique de la formation à distance. Je pense qu'on est rendu là. On est en train, et Marcel Parr, si tu es encore là, tu peux confirmer, parce qu'on a déjà eu, même à distance, on a eu des discussions animées là-dessus. On est rendu à une recherche de la qualité éducative au moyen des TIC. C'est là le véritable défi de la FAD. Je reprends, vous allez revoir ce document-là, qui est assez gros, de Kim en 2008. On parle de qualité éducative. Et c'est là qu'on est rendu. Et c'est là qu'on entre en jeu les profs, les chercheurs en éducation, les professionnels, les concepteurs d'environnement, peu importe la modalité de formation à distance que l'on utilise. Donc, je me suis permis de revisiter des concepts de la didactique des disciplines, qui est une définition de la relation didactique en FAD. L'ensemble des interactions qu'entretiennent entre eux des élèves, j'aurais pu mettre des enseignants, des étudiants, et un enseignant, dans la réalisation d'une action finalisée à propos d'un contenu enseigné à apprendre, dans un cadre qui implique, et c'est là l'ajout, une dissociation de l'enseignement et de l'apprentissage dans l'espace ou dans le temps. C'est adapté de Jonart et Van der Bos, et surtout, c'est l'ajout et l'inclusion de la définition du Conseil supérieur de l'éducation. Alors, je vous remercie beaucoup de vos encouragements. On ne savait pas comment vous alliez recevoir notre perspective, notre petite vérité. On trouvait quand même ça important et vos commentaires nous font que vous avez bien reçu. Ça a été un plaisir. Merci Alain de nous avoir invités d'ailleurs. Un énorme merci Marie-Brigitte. Un excellent atelier et généreux partage d'informations. On a le temps pour peut-être suggestions, commentaires ou questions. 1 ou 2 suggestions, commentaires, questions, vous ne vous gênez absolument pas. Utilisez le clavardage, vous levez la main via Adobe Connect ou carré 6 sur votre clavier téléphonique si vous voulez prendre la parole. Je vous rappelle également, si vous voulez obtenir le lien vidéo, le clavardage et le document de présentation, vous avez l'adresse du REFAD directement dans le courrier électronique. C'est uniquement pour l'instant des bons commentaires, il fallait s'y attendre, bien entendu. Merci. Hey, merci beaucoup. Alors, pas de suggestions, commentaires ou questions. Ce qui mettrait fin
à l'atelier d'aujourd'hui. Encore une fois, merci Marie et Brigitte. Merci à tous d'avoir été des nôtres. On vous invite, suite à cet atelier, à utiliser les fiches, à nous expédier les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Et je laisserai le mot de la fin à Marie et Brigitte. Bon, alors, merci beaucoup. En fait, c'est un appel à un chantier qui est propre, spécifique et incontournable et qui appartient aux gens de l'éducation. Ce serait mon mot de la fin. Et toi, Brigitte? Et moi, je dirais, en finissant, je reprends les mots de Mme Chevrier. On vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Merci, Alain. Ça fait plaisir. Bonne fin d'après-midi, tout le monde. Merci, au revoir.